Bonjour à toutes et à tous. Je suis Geoffroy Pelletier, directeur de la SOFIA, et l'objet de ce webinaire est de vous présenter en quelques minutes les principales activités de notre organisme en faisant un focus spécifique sur le secteur de la jeunesse. Alors la SOFIA, c'est un organisme de gestion collective, comme vous en connaissez probablement d'autres, la SCAM, la SACD ou la SACEM, avec deux particularités. La première, c'est qu'on est un organisme géré de manière totalement paritaire, 50% auteurs, 50% éditeurs, de l'Assemblée générale jusqu'au conseil d'administration, en passant par toutes les commissions qui se réunissent au sein de la SOFIA. Et puis la deuxième spécificité, c'est d'être sur le domaine exclusif du livre. Alors, tout secteur confondu, que ce soit la jeunesse, la bande dessinée, le roman, les sciences humaines, le scolaire, mais exclusivement sur le livre. Il y a des organismes de gestion collective qui sont uniquement des sociétés d'auteurs ou des sociétés d'éditeurs, et puis certains qui sont multi-répertoires. Nous, on est vraiment paritaire et 100% dédié au secteur de l'édition. La SOFIA, c'est aujourd'hui un peu plus de 12 000 auteurs adhérents directs, qui peuvent être à la fois des écrivains, des illustrateurs, des traducteurs, et puis à peu près 500 maisons d'édition, un peu plus aujourd'hui, qui représentent environ 1000 marques éditoriales. Nos activités de gestion collective, elles se répartissent sur plusieurs droits. Il y en a deux en particulier, le droit de prêt en bibliothèque et la rémunération pour copie privée numérique, sur lesquels je reviendrai plus en détail et qui sont nos deux grandes catégories de droits. Mais on est aussi agréé à la SOFIA pour la gestion des livres indisponibles du XXe siècle, le projet dont vous avez peut-être entendu parler, appelé aussi Relire, qui a permis de rendre de nouveau disponibles en version numérique des ouvrages du XXe siècle qui étaient encore sous droit, mais qui n'étaient plus disponibles commercialement. Et puis d'autres droits, ça peut être des droits étrangers. On a des accords de réciprocité avec des sociétés sœurs un peu partout en Europe et peut-être dans le monde, mais sur des droits qui nous permettent à la fois ces accords de réciprocité, des droits qui nous permettent à la fois de verser aux sociétés sœurs des droits qui leur sont dus pour leurs auteurs ou leurs éditeurs, et de récupérer des droits qui sont dus aux auteurs et aux éditeurs français et de vous les redistribuer. De la même façon, depuis quelques années, on est aussi à même de redistribuer directement aux auteurs la part du droit de reprographie, alors qui est géré par le CFC, hein, c'est un autre OGC, le droit de reprographie qui leur est dû directement par la SOFIA et sans transiter par les maisons d'édition. Le CFC n'a pas de répertoire auteur direct, il a des sociétés de gestion collective, mais il n'a pas d'auteur en direct. Et donc, c'est cette possibilité qui permet aux auteurs désormais de percevoir directement le droit de reprographie par la société de gestion collective dont il est adhérent. Ça peut être la SOFIA, ça peut être aussi la SCAM ou d'autres sociétés de droit. En termes de montant, les distributions de droits, c'est un peu plus de 12 millions d'euros, presque 13 millions d'euros cette année sur le droit de prêt, un peu plus de 15 millions d'euros redistribués au titre de la copie privée numérique. Donc, ce sont vraiment les deux plus grandes catégories de droits à la SOFIA. Les livres indisponibles, c'est un peu moins de 200 000 euros par an, et les autres droits cumulés représentent un peu moins de 300 000 euros. C'était pas la seule activité de la SOFIA, la gestion collective, même si c'est la principale. On a aussi une action culturelle avec le soutien financier à plus de 350 actions chaque année qui vont principalement à des salons, à des festivals, à des actions de AC ou de formation. J'y reviendrai tout à l'heure. Une action sociale avec le financement de la retraite complémentaire des auteurs de l'écrit, une prise en charge d'une fraction de leur cotisation retraite complémentaire, un soutien à la formation professionnelle des auteurs, notamment à travers une dotation au fond de l'AFDAS, hein, qui gère la formation professionnelle pour les auteurs et autrices du livre. Et puis une action internationale, d'abord avec ces accords de réciprocité dont je disais un mot tout à l'heure, et puis avec une action importante de défense du droit d'auteur et de la gestion collective, en étant membre d'un certain nombre d'organisations internationales comme l'IFRO, qui réunit les sociétés sœurs équivalentes dans tous les pays du monde, de la SOFIA ou du CFC d'ailleurs, et puis plus spécifiquement du PLR qui là regroupe l'ensemble des organismes de gestion collective à travers le monde qui gèrent le droit de prêt en bibliothèque avec des formats parfois très différents. Alors justement sur le droit de prêt, revenir quelques instants sur le dispositif et expliquer son fonctionnement.
Il repose, ce droit de prêt en France, sur deux sources de financement. La première est basée sur le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques de lecture publique et dans les bibliothèques universitaires et des grandes écoles. Et c'est une source de financement, c'est une contribution qui est versée par l'État, à la fois par le ministère de la Culture et par l'enseignement supérieur. Et puis il y a une deuxième source de financement, une deuxième contribution, qui elle est basée sur les achats des bibliothèques, a été fixée à la valeur de 6% du prix public des livres qui sont achetés par les bibliothèques. Et cette contribution, elle est collectée par les fournisseurs de livres au moment où ils vendent leurs livres aux bibliothèques, et elle est reversée par ces mêmes fournisseurs ultérieurement à la SOFIA. Ça, ce sont les deux sources de financement. La loi a prévu que ce reversement des droits se ferait à parité aux auteurs et aux éditeurs sur la base des achats de livres, et non sur la base des prêts, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Donc ce reversement, il est à parité, 50% auteurs, 50% éditeurs, et ce sont les acquisitions chaque année de livres qui en déterminent le montant de distribution. Et puis le financement d'un régime de retraite complémentaire, dont je parlais tout à l'heure, qui est financé par un prélèvement chaque année sur les ressources du droit de prêt. Alors, en termes de montant, la perception du droit de prêt, chaque année, ça représente pour la contribution d'État un montant total d'environ 10 à 11 millions d'euros. On est sur un système qui n'a pas bougé depuis l'origine. Sur la base du nombre d'usagers inscrits en bibliothèque de lecture publique, on multiplie par 1,50 € et on a le montant de la contribution du ministère de la Culture. Pour les usagers inscrits en bibliothèque universitaire, c'est 1 €, même multiplication, et on obtient la contribution d'enseignement supérieur. Le montant, d'ailleurs, entre 10 et 11 millions est vraiment une fourchette qui n'a pas évolué sur l'ensemble des deux décennies. La contribution sur les ventes de livres, elle est d'environ 6 à 7 millions d'euros selon les années. Elle concerne tous les fournisseurs de livres, les librairies bien sûr, mais aussi les grossistes, les maisons de la presse, les sites de vente de livres par Internet, les fournisseurs étrangers. Tous les fournisseurs de livres sont concernés par cette contribution. De la même façon, toutes les bibliothèques de prêt sont concernées. Dès lors qu'un fournisseur de livres vend un livre à une bibliothèque de prêt, bibliothèque qui accueille du public pour faire du prêt, alors ces bibliothèques sont concernées. L'obligation des fournisseurs de livres, je vais assez vite puisque vous n'êtes par définition pas moins concernés, c'est à la fois une déclaration détaillée qui nous permet ensuite de savoir quels sont les livres qui ont été achetés et donc quels sont les droits qui sont dus pour chaque titre acheté par une bibliothèque de prêt. Et puis on facture ensuite les fournisseurs de livres sur cette base-là et ils nous reversent les sommes. Les bibliothèques font aussi une déclaration, mais il s'agit d'une déclaration globale qui nous permet de savoir et de comparer en fait les déclarations des fournisseurs avec ces déclarations de bibliothèques de prêt, et éventuellement de revenir vers des fournisseurs qui auraient oublié de nous déclarer les ventes réalisées. Ça concerne un peu plus de 400 000 titres différents par an. C'est dire la diversité aussi des acquisitions des bibliothèques, et un peu plus de 6 millions d'exemplaires achetés par l'ensemble de ces bibliothèques de prêt sur une année. Voilà, donc on est sur un total de perception selon les exercices qui est aussi entre 16 et 18 millions d'euros chaque année. Ensuite, la répartition. Alors, d'abord, on prélève une partie de la perception pour financer le régime de retraite complémentaire des auteurs, le RAAP. C'est une décision qui a été prise dès l'origine, dès le moment de la transposition de la directive en droit français. À la fois mettre en place un dispositif de droit de prêt en France, et créer et financer pour partie un régime de retraite complémentaire pour les auteurs du livre, qui étaient les seules catégories à l'époque à ne pas bénéficier d'un tel dispositif. C'est un montant qui était, ce sont les chiffres 2022, de 4,8 millions d'euros, donc qui sont prélevés sur le droit de prêt pour être versés directement au régime de retraite complémentaire. Je passe sur le dispositif, mais vous savez que ça concerne essentiellement donc les auteurs qui sont affiliés au RAP, donc qui ont perçu dans l'année précédente un montant minimum de revenus artistiques. On est un peu plus de 9 000 euros, je pense, aujourd'hui, et pour être pris en charge à moitié de leur cotisation par la SOFIA,
qui ont perçu plus de 50% de ces revenus artistiques en provenance du secteur du livre. On est sur aujourd'hui un peu plus de 6 000 auteurs qui sont concernés par ce dispositif. On a des frais de gestion qui représentent moins de 10% des sommes perçues, et le solde, donc environ 12,6 millions d'euros là pour cette année, qui sont répartis entre les auteurs et les éditeurs. Donc le montant total des perceptions, contribution État et collecte et reversement fournisseurs, est divisé par le nombre d'exemplaires qui ont été achetés dans l'année par les bibliothèques. Ça représente à peu près 2 euros par exemplaire acheté. Étant donné la parité entre auteur et éditeur, ça fait 1 euro pour l'auteur ou les co-auteurs et 1 euro pour l'éditeur. Et on reverse chaque année ce droit de prêt, directement ou non, à plus de 66 000 auteurs de livres et à environ 2600 maisons d'édition concernées par le droit de prêt. Alors le versement, il est direct pour les auteurs adhérents de la SOFIA. Si vous êtes adhérent de la SOFIA en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur également, on vous verse directement les sommes. Si vous n'êtes pas directement adhérent de la SOFIA en tant qu'auteur, mais que vous êtes membre d'un autre organisme de gestion collective, ça peut être la SCAM, ça peut être la DAGP, ça peut être la CEF, la SACD, etc. Dans ce cas-là, on verse à cet autre organisme de gestion collective les sommes qui vous sont dues, et il lui appartient ensuite de vous reverser les droits, comme il vous reverse d'autres droits qui lui sont propres. Donc dans ce cas-là, ça transite par un autre organisme de gestion collective. Et si en tant qu'auteur, vous êtes adhérent d'aucun organisme de gestion collective, dans ce cas-là, la part qui vous est due transite par votre éditeur ou vos éditeurs selon les titres concernés, et ensuite c'est à charge de ces éditeurs de vous reverser en même temps que les autres droits la part qui vous est due au titre du droit de prêt. Petite précision, les sommes du droit de prêt, comme d'ailleurs les sommes du droit de reprographie gérées par le CFT, ne rentrent pas dans la compensation de l'avaloir. Donc même si vous avez eu un avaloir et qu'il n'est pas compensé, les éditeurs sont tenus de vous reverser les sommes liées au droit de prêt. On a une évolution en cours aujourd'hui pour les co-auteurs. Elle a été adoptée à la dernière Assemblée générale de la SOFIA, qui va faciliter, c'est une disposition qui va faciliter le partage des sommes entre co-auteurs. Jusqu'à présent, on avait une difficulté pour connaître la clé de partage et on était parfois bloqué pour verser les sommes quand tous les co-auteurs n'étaient pas adhérents de la SOFIA. Maintenant, on a un dispositif qui nous permettra de distribuer les sommes, quand bien même l'un des deux co-auteurs ou des trois ne sera pas adhérent de la SOFIA. Une partie pourra transiter par l'éditeur, une partie directement par la SOFIA. Et quand vous serez adhérent de la SOFIA, même si votre co-auteur ne l'est pas, vous pourrez percevoir les sommes qui vous sont dues. Et ça concerne beaucoup le secteur de la jeunesse et aussi éventuellement le secteur de la bande dessinée. Pour les ouvrages traduits, on avait déjà cette règle sur la part auteur, donc les 50% de la part auteur, il y a la moitié qui va à l'auteur d'origine du livre traduit et l'autre moitié qui va au traducteur ou à la traductrice en français. Donc c'est un système par défaut qu'on a mis aussi, qu'on est en train de mettre en place aussi pour l'ensemble des ouvrages à co-auteur. Un petit mot sur le régime de retraite complémentaire. Donc, comme je vous le disais, on prend en charge la moitié des cotisations des auteurs de livres. Ça concerne 6 000 auteurs de livres avec des revenus, enfin, dès lors que leurs revenus sont supérieurs à 50%, les revenus du livre, pardon, sont supérieurs à 50% des revenus artistiques. On est à un petit peu plus de 5 millions d'euros par an. On est même sur la toute dernière année à plus de 6 millions d'euros par an. Donc, c'est un montant qui est vraiment en augmentation de ces dernières années. La loi nous impose de ne pas prendre plus de 50% des ressources du droit de prêt pour le faire. Alors, c'est encore le cas, mais on commence à se rapprocher dangereusement de cette limite de 50%. Plus d'auteurs pris en charge ces dernières années, avec un montant moyen de prise en charge plus important. Ça, c'est lié aussi à la réforme du RAP de 2017 et au basculement du fait de la réforme de la sécurité sociale de cette charge de l'AGESA vers l'URSSAF et la COS, et donc d'un travail différent de repérage des auteurs du livre. Voilà pour le droit de prêt. Quelques mots rapides aussi sur le dispositif de la copie privée. Alors, c'est un dispositif que vous connaissez peut-être moins bien.
La rémunération pour copie privée, en fait, c'est une contrepartie qui a été mise en place face à la possibilité qu'on a tous, à l'autorisation qu'on a tous, à l'exception finalement au droit d'auteur dont on bénéficie tous, de pouvoir copier et sauvegarder des œuvres, des contenus culturels euh, pour un usage personnel et privé sur des supports numériques. Donc, c'est une rémunération, une compensation qui en fait est prélevée chaque année sur tous les achats de supports numériques qui sont éligibles. Aujourd'hui, donc, sont les tablettes, les smartphones, les clés USB, les disques durs externes pour les ordinateurs, etc. Quand vous et moi, on achète un support numérique qui permet notamment de copier et de stocker, il y a une partie du prix d'achat, une redevance sur ce prix d'achat, qui est reversée aux auteurs et aux éditeurs, et ce pour tous les répertoires. Donc, ça concerne à la fois la musique, la vidéo, le texte et l'image. Pendant quelques années, ça n'a concerné que le son et la vidéo, quand la copie privée était mécanique. Et à partir du moment où la copie privée, donc c'est quand on enregistrait sur des cassettes audio ou des cassettes VHS, pour les plus anciens d'entre nous. Et à partir du moment où la copie privée mécanique est devenue une copie privée numérique, le texte et l'image, et donc le livre, est devenu éligible à cette compensation et fait donc partie maintenant des répertoires éligibles. Alors c'est une compensation, un droit qui est collecté et qui est ensuite réparti chaque année par une société de sociétés, qui s'appelle Copie France, et qui reverse ensuite, en fonction des répertoires, à l'ensemble des organismes de gestion collective, les sommes qui sont dues à leurs auteurs et à leurs éditeurs. Rapidement, sur le dispositif, il est assez complexe. En fait, on fait mener chaque année, en tout cas les ayants droit font mener chaque année régulièrement des études auprès des Français sur leur pratique de copie. Alors, leur pratique de copie par catégorie de support, combien vous faites de copies sur votre ordinateur, sur une clé USB, sur vos smartphones, etc. Et aussi par catégorie de répertoire ces copies, combien sont des copies de films, de musique, de textes ou d'images. Donc, ce sont des études assez importantes et longues et qui permettent d'avoir une vraie appréciation de ce qui est copié et en quelle quantité, et donc du coup de pouvoir avoir des répartitions entre les différents secteurs des industries culturelles. À partir de là, des barèmes de redevances sont fixés par support et par répertoire. Selon que vous achetez un smartphone qui a plus ou moins de mémoire, et bien, il y a une redevance qui est plus ou moins importante et qui est, dès le départ, on sait dès le départ comment elle va se répartir entre le répertoire du film, le répertoire de la musique, etc. Et donc, c'est une commission qui réunit à la fois des représentants des ayants droit, des fabricants, distributeurs et des consommateurs, qui, sous l'égide du ministère de la Culture et d'un président qui est président provenant du Conseil d'État, qui fixe ces barèmes de redevances. Et sur la base de ces barèmes de redevances, et évidemment en fonction des ventes qui sont réalisées de ces supports numériques, Copie France perçoit chaque mois un montant sur ces ventes et les redistribue par répertoire ensuite à chaque organisme de gestion collective concerné, puisque chaque OGC représente une partie de ce répertoire pour tel ou tel secteur euh, des industries culturelles, et puis pour telle catégorie, soit les auteurs, soit les artistes-interprètes, soit les producteurs, soit les éditeurs, etc. On mène aussi, nous, au sein de nos différents répertoires, des études pour savoir quels sont les secteurs qui sont le plus copiés. Alors, par exemple, pour le livre, on fait mener des études pour savoir, dans le cadre du texte, est-ce que c'est plutôt du roman, des essais, de la jeunesse, du scolaire qui sont copiés. En termes de montant, donc la perception de copies privées par répertoire, alors je suis sur les chiffres 2022. Pour le sonore, c'est le sonore et l'audiovisuel hein, qui étaient les secteurs historiques et qui perçoivent toujours la part la plus importante de la copie privée. Mais le texte et l'image désormais, vous voyez si on cumule, on est à peu près un peu plus de 17% maintenant de perception de copie privée et sont des équilibres
qui sont assez stables depuis quelques années, même si le montant, lui, global de la copie privée a eu tendance à augmenter, en tout cas jusqu'en 2022. Ensuite, la répartition de la copie privée, alors elle est en plusieurs étapes, sachant qu'elle est répartie, pour ce qui concerne la SOFIA, chaque année à l'ensemble de ses auteurs et de ses éditeurs adhérents, mais on répartit 75% des sommes perçues. Pourquoi? Puisque la loi a fixé le principe que 25% des perceptions de copie privée, ce qu'on appelle aussi le quart copie privée, devait être affecté, alors par chacun des organismes de gestion collective, à des actions de création, de diffusion, de formation ou d'éducation artistique et culturelle. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'action culturelle pour la SOFIA. Et pour ce qui est de la SOFIA, dans son domaine, donc c'est-à-dire dans le secteur du livre. Chaque organisme de gestion collective a cette même obligation dans chacun de ses répertoires pour ce qu'il concerne. Donc ensuite, une fois qu'on a prélevé ces 25%, eh bien le sol, les 75% restants, sont répartis entre ayants droit avec une clé qui a été fixée là aussi par la loi, une parité, 50% pour les auteurs, 50% pour les éditeurs. Alors, le montant par auteur et par éditeur, lui, il est calculé au prorata du nombre de titres publiés et au regard des secteurs éditoriaux concernés. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, c'est le principe qui a été adopté par la SOFIA. Donc, que vous soyez auteur ou que vous soyez éditeur, adhérent de la SOFIA, au titre de la copie privée, vous avez une part forfaitaire, et c'est une part forfaitaire qui est calculée en fonction de la catégorie dans laquelle vous avez publié le plus de titres. Vous pouvez avoir évidemment été publié dans différentes catégories éditoriales, mais c'est la part forfaitaire, elle est calculée en fonction du secteur dans lequel vous avez le plus publié, et avec des barèmes qui sont différents. C'est le résultat de nos études sur les copies et sur les secteurs les plus ou moins copiés. Et puis vous avez une part variable qui, elle, est un montant fixe par titre publié. Donc elle est variable parce que plus vous avez de titres, plus cette part augmente, mais elle augmente différemment selon que vous avez publié des titres dans tel ou tel secteur, et ça tient compte de toutes vos publications, que vous soyez auteur ou éditeur, avec par contre des parts qui sont variables selon les secteurs éditoriaux dans lesquels se situent les titres copiés. Si je vous donne donc là aussi quelques chiffres 2022 sur la répartition de la copie privée, le total de la perception est un peu plus de 22 millions d'euros. La part texte du livre, presque 13 millions d'euros. La part image, on perçoit aussi pour les éditeurs, une partie des auteurs, autour de 9 millions d'euros. Une dotation donc à l'action culturelle, le fameux quart copie privé de 5,5 millions d'euros. Des frais de gestion là qui sont un peu moins importants, autour de 8% pris par la SOFIA, ce qui laisse une distribution aux auteurs et aux éditeurs d'un peu plus de 15 millions d'euros sur l'année 2022, répartis donc selon les critères que je viens de présenter. Un petit mot sur l'action culturelle. Donc, chaque année, ce quart copie privé nous permet de soutenir, là ce sont les chiffres, enfin les montants 2022, 400 projets. Alors 2022, c'est une année un peu record, puisque c'est vraiment l'année, en tout cas pour l'instant, la plus haute en termes de perception de copie privée et donc en termes de soutien à l'action culturelle. 400 projets soutenus, on est plutôt autour de 350 d'habitude. Ces projets sont soutenus donc après avis d'une commission d'attribution des aides qui, elle aussi, est totalement paritaire et qui est composée à la fois de représentants des auteurs et de représentants des éditeurs selon des critères d'éligibilité qui sont assez simples, mais sur lesquels on est assez ferme. Quand un auteur est invité à intervenir dans un festival ou dans un salon, il faut qu'il soit rémunéré pour être éligible à une aide de la SOFIA. Il faut même désormais que des contrats que des conventions aient été signées entre les auteurs et le festival en amont de la manifestation. On aide essentiellement des festivals, des salons, des programmes d'éducation artistique et culturelle, notamment en lien avec les établissements scolaires,
la formation, je vous le disais tout à l'heure, via notamment l'AFDAS, mais aussi des organismes qui se sont spécialisés dans la formation pour les auteurs et les autrices de l'écrit, l'information des auteurs, avec notamment un soutien à des associations d'auteurs qui ont une activité d'information, de conseil auprès de leur public. C'est notamment, dans le cadre de la jeunesse, un soutien à la charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse. Et ça a représenté l'ensemble de ces projets soutenus en 2022. Donc, encore une fois, une année assez record en termes de projets soutenus et de montants de soutien, 6 millions d'euros accordés, donc principalement au festival et au salon, mais aussi à la formation des auteurs et aussi aux actions de défense, de promotion et d'information des auteurs et du droit d'auteur. Pour terminer, un petit focus sur le secteur jeunesse. La jeunesse, dans nos catégories de droit, c'est un secteur qui est évidemment extrêmement important. Pour le droit de presse, ça concerne à peu près 20% des acquisitions des bibliothèques. C'est pratiquement 10 000 auteurs jeunesse qui sont concernés, et ça représente un quart des sommes distribuées, auteurs et éditeurs, au titre du droit de prêt. Donc, le secteur jeunesse est vraiment important au sein du droit de prêt. Pour la copie privée numérique, on est autour de 9% des sommes distribuées. Sur les adhérents d'Asofia, c'est 2000 auteurs qui sont concernés et un peu plus de 120 éditeurs adhérents qui perçoivent donc aussi chaque année, comme les auteurs, de la copie privée numérique au titre du secteur jeunesse. Et puis en termes d'action culturelle, alors on est sur plus de 50 salons jeunesse aidés chaque année, dont évidemment le salon du livre de Montreuil, 50 programmes ou initiatives d'éducation artistique et culturelle, soit à l'initiative des médiathèques, soit de certains établissements d'enseignement. Donc voilà, un secteur jeunesse qui est bien représenté à la SOFIA, à la fois dans la perception et la redistribution des droits, et à la fois dans le soutien à l'action culturelle. Si vous souhaitez, donc, en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur, adhérer à la SOFIA, pour les auteurs, il vous suffit d'avoir signé un contrat d'édition pour au moins un livre, quel que soit le domaine éditorial dans lequel vous avez signé, pour pouvoir devenir membre de la SOFIA. Et pour les éditeurs, il vous suffit de présenter un catalogue d'au moins 10 titres, 10 ouvrages différents, et de proposer des contrats d'édition qui soient conformes aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour là aussi devenir membre de la SOFIA. L'intérêt pour les auteurs et pour les éditeurs, c'est principalement de pouvoir percevoir la rémunération issue de la copie privée numérique. Pour les auteurs, c'est de pouvoir percevoir directement le droit de prêt de vos livres en bibliothèque. Vous avez compris que si vous n'étiez pas adhérent de la SOFIA, mais adhérent d'un autre OGC, vous le percevriez par cet autre OGC, et sinon, par vos éditeurs. Si vous êtes adhérent de la SOFIA, vous le percevez directement. Mais pour la copie privée numérique, à la fois auteur ou éditeur, si vous n'êtes pas adhérent d'un organisme de gestion collective, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ça me fera plus plaisir si c'est la SOFIA, mais vous pouvez choisir un autre organisme de gestion collective. Mais si vous n'êtes pas adhérent, vous ne percevez pas de copie privée numérique. Ça ne transite pas par une maison d'édition. C'est vraiment versé uniquement aux membres adhérents des différents OGC. Pour les auteurs, vous avez le choix. Pour les éditeurs, vous n'avez pas le choix. C'est la SOFIA qui gère l'intégralité de la copie privée numérique pour la part éditeur dans le livre, dans le secteur du livre. C'est le CFC, par exemple, qui le fait pour les éditeurs, pour la presse. Pour la musique, ce sont d'autres organismes de gestion collective. Mais pour le secteur du livre et pour les éditeurs, il faut être adhérent d'Asofia pour pouvoir le percevoir. Et puis enfin, pour les auteurs, c'est aussi la possibilité de percevoir directement le droit de reprographie. Donc le CFC qui gère le droit de reprographie nous verse les sommes au titre des auteurs adhérents d'Asofia, et on vous reverse directement les sommes, éventuellement avec des sommes qui vous sont dues au titre des droits étrangers ou au titre des livres indisponibles. Et puis, adhérer à la SOFIA, c'est aussi participer à la défense de vos droits, pouvoir participer aux décisions qui sont prises en Assemblée générale, et plus largement défendre la gestion collective au sein du droit d'auteur. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était pas trop long, pas trop technique, et surtout, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, www.la-sofia.org. Et puis, on est présent pendant toute la durée du Salon du livre de la jeunesse de Montreuil.
vous pouvez nous retrouver sur le stand F4 donc pendant toute la durée de la manifestation, et on sera ravis de vous accueillir et de pouvoir répondre à vos questions éventuelles. Voilà, je vous remercie et on est à votre disposition, bien sûr, après le salon. Quand vous le souhaitez, vous pouvez nous joindre à la Sophia. Merci beaucoup pour votre attention à toutes et à tous. Au revoir.